Merci beaucoup, beaucoup d'être là. C'est vraiment super apprécié. Donc, c'est un deuxième webinaire sur les réformes du droit de la famille. Mon nom est Raymond Villeneuve, je suis directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Le 25 novembre dernier, en compagnie de Marie-Laurence, on avait fait un premier webinaire sur les réformes du droit de la famille qui portait vraiment, dans le fond, sur les grands principes, sur les fondements de la réforme, pour qu'on comprenne bien de quoi l'on parle, parce que quand même, ça va modifier la vie de certaines familles de façon importante à compter du printemps prochain. Et là, on s'est dit que comme la réforme va arriver en application bientôt, c'est intéressant de revenir. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, comme on l'a indiqué dans le petit document d'invitation, c'est tout d'abord d'avoir un petit 10 minutes juste pour se rappeler c'est quoi les grands principes de la réforme. On va parler aussi d'une actualité qui n'était pas présente en novembre dernier, c'est-à-dire le tribunal unifié de la famille, qui est vraiment une nouveauté. Marie-Laurence nous dira ce qu'elle peut en dire, ce qu'elle en sait de cette nouvelle créature-là. Et après ça, on va passer à une période de questions. On a reçu vos questions. Ça nous a donné à peu près une quinzaine de questions différentes auxquelles on va tenter de répondre. On va vous demander de participer via le chat, non pas parce qu'on n'aime pas vous entendre, là, au contraire, c'est juste qu'on est quand même beaucoup de personnes, là, on est beaucoup de gens qui sont en ligne. C'est quand même aussi un sujet qui est assez technique et on veut éviter de tomber dans la consultation ou dans la discussion afin de pouvoir répondre vraiment aux questions du plus grand nombre. Mais soyez assurés que moi, je vais suivre dans le chat là, ce qui se passe. Voilà, donc on a assemblé les questions, c'est ça qu'on va poser tantôt. J'ai essayé d'étirer le plus possible les questions, mais il y a certaines questions qui étaient un petit peu en dehors du webinaire, du sujet du webinaire de ce midi. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas pu les garder, mais j'ai fait le maximum pour garder vraiment le maximum de vos questions. Alors, c'était ça ma petite introduction. Donc, ça va durer jusqu'à 12h30 au plus tard. Alors, Marie-Laurence, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bon, bonjour à tous. Pour ceux qui ont eu le bénéfice, vous connaissez un petit peu mon histoire, mon expérience professionnelle. Donc, je suis avocate en droit de la famille depuis maintenant plus de 12 ans. J'adore mon métier et je trouve ça honnêtement, je vais dire comme mes triples passes, le trippant de voir que le droit de la famille évolue encore aujourd'hui. Donc, j'ai quand même la chance de pouvoir vous présenter ce qui est tout chaudement sorti dans les 2 dernières semaines, la dernière partie de la réforme du droit de la famille qui va concerner le tribunal unifié de la famille. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous aviez d'ailleurs d'excellentes questions. Vous m'avez amené à réfléchir, à faire des recherches. Donc, j'espère vous donner aujourd'hui des pistes de réflexion, mais aussi des outils pour poursuivre vos réflexions, tant pour vous personnellement que les membres de votre entourage. Donc, je remercie Raymond évidemment pour cette opportunité. Puis, je suis ici évidemment dans le cadre du comité de travail national pour les pères dans le cadre d'une séparation conjugale. C'est dans le cadre de ce comité-là qu'on fait cette présentation-là. Puis, c'est avec grand honneur et plaisir que je vais continuer de participer aux travaux de ce comité-là. Donc, merci Raymond de cette confiance-là et de cet accueil aujourd'hui. Puis à tout le monde aussi. Ben, merci d'être là. Puis en plus, c'est intéressant, il y a le Forum des familles organisé par le ministère de la Famille au printemps qui ont invité aussi Marie-Laurence à faire une présentation sur la réforme du droit de la famille. Donc, Marie-Laurence est vraiment là pour vous nourrir, pour vous donner l'information qu'elle possède. Elle ne sait pas tout, là. Il y a encore bien des questions non résolues, mais on va essayer de vous donner, dans le fond, la meilleure information possible aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Moi, de mon côté, ça convient. Fait que je pourrais partager mon écran à partir de maintenant, Raymond? On part. On part. Bon, parfait. Là, je ne vous ferai pas un cours de tout ce qui a été dit à la première. Je vais présumer que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez des notions relativement, vous avez des bonnes compréhensions des grands principes de ce que va être l'union parentale, mais je vais quand même y aller rapidement. Je rappelle aujourd'hui quels sont les régimes en date d'aujourd'hui. On est le 20 mars. Quels sont les régimes qui sont actuellement en vigueur? Ce sont les régimes de l'union de fait et le régime du mariage. C'est pas plus compliqué que l'union familiale, l'union de fait, ça concerne les couples qui ne sont pas mariés. La première question que je vais poser à quelqu'un qui a une question en droit de la famille, c'est êtes-vous marié, êtes-vous pas marié? Donc, ceux qui ne sont pas mariés sont nécessairement aujourd'hui considérés en union de fait. Ça va changer. L'union de fait,
c'est chacun pour soi. Le Code civil ne prévoit aucune disposition qui protège ou encadre les relations en union de fait, ce qui fait en sorte que c'est laissé au bon vouloir et aux ententes des parents, des parties, ce qui veut dire des testaments, des actes notariés, des mandats de protection, des procurations ou des ententes sous seing privé qui sont signés par les deux parents. Excusez-moi, là, je regarde mon écran à gauche parce que je donc pas la caméra, là, vous m'excuserez pour cette vision-là. Donc, le deuxième régime, c'est celui du mariage. Le Code civil encadre les relations conjugales de mariage et prévoit patrimoine familial et régime matrimonial. L'union parentale. Ça va entrer en vigueur à partir du 30 juin 2025 et ça va viser les couples qui auront des enfants à partir du 30 juin 2025. Très important de se rappeler que ça ne vise pas les conjoints de fait qui sont actuellement parents et qui n'auront pas d'enfants et qui n'auront pas l'intention d'avoir d'autres enfants, ni même d'adopter d'autres enfants après le 30 juin 2025. Donc, ça ne vise que les nouvelles familles ou les familles qui s'agrandiront à partir du 30 juin 2025. Là, je vous ai préparé un petit tableau. Je comprends que c'est très lourd. Donc, je vais faire ça relativement rapidement, mais c'est un outil qui pourra vous être partagé. C'est un outil de référence pour bien saisir les nuances entre l'union de fait, le mariage et l'union parentale. L'union de fait, le Code civil ne prévoit aucune disposition, ce qui fait en sorte que le principe, c'est chacun pour soi. Je l'ai rappelé à la première présentation, je vous le rappelle aujourd'hui, des conjoints de fait en date d'aujourd'hui qui ne sont pas visés par l'union parentale, c'est quoi? C'est des voisins. C'est pas parce que ça fait 30 ans que votre voisin habite à côté de chez vous, qu'il décide de déménager et ou qu'il décède qu'il vous doit quelque chose. En union de fait, c'est le même principe. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous ayez des enfants aujourd'hui ou que vous n'en ayez pas, je suis toujours avant le 30 juin 2025, les seules lois qui vont s'appliquer, ça va être vos lois respectives que vous allez avoir négociées entre vous, c'est-à-dire la loi des contrats. Le testament, le mandat de protection, une procuration, une entente sous seing privé que vous avez signée. Ça fait en sorte que les biens partagés, ben, c'est vous qui allez avoir déterminé quels vont être les biens soit partagés, les créances qui vont être dues. Ce qui veut dire aussi que les biens exclus, c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce qui appartient à chacun ou à l'autre. La valeur partageable, encore une fois, c'est déterminé par les conjoints ensemble et le régime peut évidemment être modifié parce que tout dépend de la volonté et des ententes entre les conjoints. Important de mentionner que ça vise aussi des ententes qui sont ce qu'on appelle tacites ou des ententes qui sont verbales. Donc, des ententes pour lesquelles on n'a pas de preuves tangibles. C'est toujours plus difficile de faire valoir des droits quand on n'a pas de preuves tangibles, mais l'union de fait n'étant pas encadrée, tous les types d'ententes peuvent habituellement, sous réserve d'exception, ça c'est ma réponse d'avocate, toutes les ententes peuvent être présentées devant le tribunal. L'union de fait n'est pas visée par une obligation alimentaire entre conjoints. Il n'y a pas d'obligation qui est due il n'y a aucune obligation de contribuer aux charges du mariage, aucune obligation de verser une quelconque prestation à l'autre conjoint pour l'aider financièrement, advenant que la rupture a un impact économique pour le conjoint, disons, vulnérable. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. En mariage, on comprend que c'est complètement l'inverse. Le Code civil encadre très strictement les règles du partage des actifs qui vont avoir été et des passifs qui vont avoir été accumulés par les parties pendant l'union. Donc là, j'ai parlé de patrimoine familial, régime matrimonial. Je vous ai fait l'énumération des biens qui vont être partagés. Mais le grand principe en mariage, c'est pas plus compliqué que je pars un compteur la journée du mariage et que je l'arrête au moment du décès ou sinon de la séparation et que tout ce qui est acquis entre les deux, en principe, est partageable moitié-moitié. Sauf si j'ai signé un contrat de mariage en séparation de biens, sauf si ce sont des biens, comme j'ai écrit à la troisième colonne, troisième case, sauf si ce sont des biens qu'on a reçus ou qu'on a acquis par succession ou donation ou le remploi de ces biens. Mais sinon, autrement dit, la règle du mariage, c'est la journée du mariage jusqu'au décès ou séparation, moitié-moitié. La règle de la modification de ce qu'on veut faire avec le mariage, ben, en fait, c'est possible pour ce qui se trouve dans le patrimoine familial. Je vous l'ai indiqué en deuxième case, qu'est-ce qui fait partie du patrimoine familial? Ce sont les biens qui font partie du patrimoine de la famille, les biens qui sont les plus importants pour les Québécois, les maisons, les meubles qui se trouvent à l'intérieur, les véhicules pour les déplacements de la famille, les REER, les fonds de pension, les RRQ, donc les produits de retraite. Tout ce qui concerne les autres biens peuvent être modifiés par contrat de mariage. Ça peut d'ailleurs être un contrat en société d'acquis, mais vous modulez ce type de régime-là. Cette logique-là va s'appliquer en union parentale, je vais y revenir.
Le mariage étant très strict, on a une obligation de contribuer aux charges du ménage, ce qui veut dire en français, on est obligé d'apporter, que ce soit en argent, en biens, en services, donc en temps. On a besoin d'amener une plus-value à l'union avec notre partenaire de vie. Puis si on ne le fait pas, ben, il y a des conséquences qui peuvent en découler. Au même titre que si un conjoint a été désavantagé ou sinon s'est retrouvé dans une situation financière plus précaire suite à la rupture, il ou elle peut demander une passe alimentaire pour son bénéfice personnel. Maintenant, l'union parentale, ça ressemble un petit peu, ça a des airs de ressembler du mariage, mais ça n'applique pas exactement les mêmes règles que le mariage puisque les biens sont strictement identifiés. On a parlé de patrimoine familial, ben là, ça va s'appeler la nouvelle bibite, là, va s'appeler le nouvel animal juridique, là, va s'appeler le patrimoine d'union parentale. Ça vise encore une fois les biens les plus importants pour les Québécois, c'est-à-dire les maisons, les meubles, donc ce qui se trouve à l'intérieur, les véhicules automobiles à l'usage de la famille. Et on exclut de ça tout ce qui était acquis avant l'union parentale, tout ce qui a été reçu par succession ou donation, les fruits et les revenus de ces biens, puis là, c'est là où il y aura une jurisprudence quand même très intéressante à développer, ben, très intéressante, très complexe quand même à développer. Je vais y revenir, puis le remploi de ces biens. La valeur qui est partageable est très différente, par contre, des conjoints qui seront mariés. Aujourd'hui, la question que je pose, c'est est-ce que vous êtes marié avec l'autre parent, avec votre conjoint? Oui ou non? La question que je vais devoir poser aujourd'hui, dorénavant, c'est êtes-vous marié? Oui ou non? Avez-vous un enfant? Puis à quelle date est-ce qu'est né cet enfant-là? Ou sont nés ces enfants-là? Et si c'est à partir du 30 juin 2025 qu'ils ne sont pas mariés, ça sera l'union parentale qui démarrera. Ce qui veut dire que mon fameux compteur, ben, quand on est en mariage, c'est relativement simple. On se souvient d'une célébration d'une journée, il y a une robe blanche, il y a quelque chose d'officiel qui se passe. Ben là, le compteur va démarrer à partir de la naissance d'un enfant. Fait que c'est déjà une journée chargée émotivement, mais il y a des effets juridiques dorénavant qui vont se rattacher à cette journée mémorable. Donc, avez-vous un enfant, puis à partir de à quelle date cet enfant est né? Et là, je pars mon compteur jusqu'au même principe que le mariage, la séparation ou le décès. Entre les deux, maison, meubles et véhicules à l'usage de la famille, ça sera partagé moitié-moitié. Sauf si on a des biens en succession, donation, les fruits et revenus et leur emploi. Une parenthèse sur les fruits et revenus, ça, c'est une nouvelle bébite juridique. Là, ça n'existe pas en mariage. Ce n'est pas une déduction qui est prévue en mariage, ce n'est pas une déduction qui est prévue ailleurs. C'est vraiment une bébite pour l'union parentale. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez, par exemple, un bien, vous avez un triplex qui vous appartenait personnellement avant le mariage, vous avez utilisé une portion de cet argent-là, vous l'avez investi dans la maison, ça serait peut-être possible d'aller récupérer cet argent-là. Mais j'en dis pas plus parce que la communauté juridique actuellement se pose la question, pour avoir assisté à plusieurs conférences, ateliers, on se pose la question sur comment ça sera interprété parce que c'est une nouvelle bébite et il n'existe aucune jurisprudence à ce niveau-là. Un point très important ou intéressant, c'est que l'union parentale, à l'inverse du mariage, n'est pas d'ordre public. Ce qui veut dire qu'on peut le moduler, on peut le modifier, on peut s'en retirer. D'ailleurs, si on veut s'en retirer, c'est 90 jours le délai pour se retirer par acte notarié. 90 jours post-naissance, personnellement, pour être passée par là, je ne suis pas certaine que j'étais dans des meilleures dispositions mentales pour prendre une décision de cette importance-là. D'où l'importance de diffuser à travers vos canaux, de sensibiliser les gens sur peut-être, oui, ce délai de 90 jours-là, mais qu'il y ait des discussions qui s'amorcent avant la naissance d'un enfant. Donc, peut-être dans le cadre des cours prénataux, dans tout ce qui est les suivis grossesse, qu'il y aura des effets juridiques qui s'appliqueront dorénavant à ces parents-là ou à ces familles-là pour savoir s'ils veulent, oui ou non, être soumis à cette bébite juridique-là de l'union parentale. Mais sinon, c'est 90 jours pour s'en sortir. On peut le modifier en cours de route, mais ça rend la chose un petit peu plus complexe. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est juste qu'il faut être accompagné juridiquement. Ensuite de ça, ce que je voulais... Non, puis, ah oui, dernier point que je voulais dire, au niveau de l'obligation alimentaire entre conjoints, il n'en existe pas. Donc, si je fais un... Oups, c'est pas ça que je voulais faire, un long après. Si je fais un petit résumé de ce que n'est pas l'union parentale, ce n'est pas, les règles du mariage appliquées aux conjoints de fait. C'est pas un partage de produits de retraite, qui était un des enjeux qu'on entendait beaucoup sur la place publique. Donc, il n'y a pas de partage de REER, pas de partage de CELI, pas de partage de fonds de pension, pas de partage de RRQ, pas de partage d'autres actifs qu'à part la maison,
les meubles dans la maison, les véhicules, mais à partir de mon chronomètre que j'ai démarré à la naissance de l'enfant. Il n'y a pas d'obligation alimentaire entre les conjoints et il n'y a pas d'obligation de contribuer aux charges du ménage. Un mot très rapidement sur le projet de loi 91, le tribunal unifié de la famille. C'est un projet de loi tout chaud, c'est-à-dire qu'il date, je pense que c'est soit le 25 ou le 27 février dernier, ça n'a même pas un mois. Je viens de vérifier ce matin là, où ils en étaient dans l'évaluation, dans les discussions des travaux parlementaires. J'ai pu constater ce matin que le principe a été adopté, mais c'est tout ce qu'on en sait. Si je vous en dis un mot, c'est qu'en ce moment, tous les litiges en matière familiale sont traités la plupart du temps par la Cour supérieure du Québec. Les pensions alimentaires pour enfants, pour conjoints, le partage des actifs en mariage, la garde des enfants, bref, tous les litiges que vous pourriez imaginer en séparation de conjoints, c'est en Cour supérieure. Le ministre propose aujourd'hui de créer un tribunal unifié dans le droit de la famille en Cour du Québec. Il faut savoir que la Chambre de la jeunesse, c'est en Cour du Québec. L'objectif étant de mettre dans la même juridiction la Cour du Québec, donc la Chambre de la jeunesse, la Cour du Québec qui sera la Chambre de la famille, et la Chambre criminelle, si applicable, en Cour du Québec. Donc, tout ça, que ce soit sous la même juridiction. Sauf qu'il y a plusieurs pépins. Ce projet de loi ne s'adresse qu'aux parents en union parentale et en union civile. Donc, vous aurez compris que les conjoints qui sont mariés, les conjoints qui ont déjà des enfants qui n'auront pas d'enfants après le 30 juin 2025, ça demeure la Cour supérieure. J'ai d'autres nuances à apporter, mais ça, c'est les grands lignes. Autre nouveauté avec ce projet de loi-là, c'est qu'on souhaite instaurer la médiation familiale obligatoire. Ce qui n'est pas clair dans la rédaction du texte législatif actuellement, c'est qu'on parle d'obligation d'aller en médiation avant l'instruction. Est-ce que ça veut dire avant qu'on débute un processus judiciaire, donc on dépose une demande, ou est-ce que ça veut dire avant qu'on ait notre date de procès? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. Encore une fois, bémol, cette obligation-là ne touche que les parents qui seront en union parentale et exclut les conjoints de fait actuels, les conjoints qui sont mariés et tous les autres types de litiges qui peuvent découler, par exemple, des droits de grands-parents, là, par exemple. Ça exclut ce type de litige-là. Une bonne nouvelle quand même, je trouve qu'ils ont créé encore une fois une nouvelle petite bébite qui sera les séances de conciliation. Ça semble intéressant. Si je vous résume ça ainsi, c'est comme une CRA. Ceux qui sont passés par le processus judiciaire déjà, c'est une conférence de règlement à l'amiable, CRA. On est assis autour de la table. C'est comme une médiation, mais au lieu d'être un médiateur qui est assis et qui nous aide à trouver des litiges, des solutions aux litiges, c'est un juge. Un juge, là, dans ce cas-ci, de la Cour du Québec, qui entend les parties, qui entend les avocats qui les accompagnent, puis peut proposer des pistes de solutions. S'il y a un échec de cette discussion, cette conciliation-là, à ce moment-là, point d'interrogation, est-ce que ce sera le même juge ou un autre juge? Je n'ai pas la réponse. Un juge pourra entendre le litige qui subsiste en urgence pour traiter des questions urgentes et proposer une solution, c'est-à-dire prononcer un jugement dans les quelques jours, quelques semaines qui vont suivre. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. On a beaucoup de questionnements dans la communauté juridique sur ce projet de loi-là. C'est le tribunal unifié de la famille, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. J'ai des cas pratiques en tête parce qu'effectivement, en ce moment, j'aurais besoin de ce tribunal-là, mais il y a certainement matière à le peaufiner en ce moment. Oups, là, je vais parler. Ça complète ma petite présentation d'à peu près 10-15 minutes. Là. Je pense que j'ai empiété vraiment. Je m'en excuse. C'est ce qui nous amènera à notre période de questions. Ben, merci beaucoup de savoir placer les grands morceaux du tribunal unifié de la famille. Comme tu disais, il y a 1 million de questions qui sont encore posées. Mais c'est sûr que le principe de faire en sorte que les familles ne se promènent pas d'un tribunal à l'autre, d'une instance à l'autre, c'est bien, mais comment ça va s'appliquer concrètement? Il y a plein de détails attachés encore. Merci du petit rappel sur les grands principes de la réforme de la famille. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est toujours bon. On dit toujours la formation, c'est comme les Teletubbies. Il faut tout répéter 3 fois pour que ça rentre, là. Fait que je pense que c'est pas mauvais qu'on y revienne. Alors, donc, on passerait maintenant à vos questions. Donc, je les ai réunies. Il y avait un premier bloc de questions dans ce que vous nous avez posé qui était sur le patrimoine d'union parentale. Comme tu disais, c'est une nouvelle bébite qui va être créée. C'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans? Alors, si tu permets, j'irai vers une première question. Oui. Dans la composition et l'exclusion du patrimoine d'union parentale, comment et par qui seront déterminés les biens à l'usage de la famille? Je reviens sur ce que j'ai dit. Le patrimoine d'union parentale, ce sont essentiellement 3 catégories de biens très clairement spécifiées.
les maisons, donc les résidences à l'usage de la famille, les meubles qui s'y trouvent à l'usage de la famille et les véhicules automobiles à l'usage de la famille. Le principe d'usage de la famille, donc, c'est qu'est-ce qui sert à la famille? La réponse, je vais vous donner une vraie réponse d'avocate, c'est que ça dépend des faits. La réponse, c'est pratico-pratique. Est-ce que cette famille-là utilisait cette maison-là, ce véhicule-là, ces meubles-là dans leur quotidien? Peu importe les raisons, est-ce que c'était à l'usage pratico-pratique de la famille? S'il y a une ambiguïté sur l'usage, on peut se référer à ce moment-là à l'intention des parties, des conjoints, de faire, par exemple, là, le camp de chasse, le fameux camp de chasse qu'on achète dans le coin, puis est-ce que c'est seulement à l'usage de monsieur? Bien, la question qu'on va se poser, c'est quelles étaient l'intention lors de l'acquisition de ce camp de chasse-là? Est-ce que c'était seulement pour une question de loisir pour monsieur ou est-ce que c'était pour en faire bénéficier toute la famille pendant les vacances? Donc, c'est très pratico-pratique. C'est les parties qui vont nous donner la réponse de qu'est-ce qui est à l'usage de la famille. Il faut savoir que la photo se prend, ce qu'on détermine, ce qui est à l'usage de la famille, c'est une photo qu'on prend au moment de la cessation de la vie commune ou sinon du décès. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez une résidence que vous avez acquise après le 30 juin 2025, qui est une naissance, ou avant, là, peu importe, plus disons avant, puis là, il y a une naissance, bon, il y a une portion qui va rentrer dans le patrimoine d'union parentale. Cette maison-là, le couple décide, bon, on souhaite la louer dorénavant puis acheter une nouvelle propriété. Oui, ça va avoir été à l'usage de la famille pendant quelques années, mais au moment de la rupture, on prend une photo. Cette maison-là, puisque la famille n'y habitera plus, elle ne fera pas partie du patrimoine d'union parentale. On va regarder, au contraire, plutôt le nouvel actif qui aura été acquis par le couple. Merci. En tout cas, j'aime tellement ça, comment tu expliques pour nous, simples mortels. C'est clair, puis tu donnes des belles images. Là. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Alors, j'ai une deuxième question sur le patrimoine d'union parentale. Donc, dans la composition et l'exclusion du patrimoine parental, lorsqu'on parle de véhicules, est-ce que les motoneiges, côte à côte, chaloupe à moteur, pontons, etc., peuvent être identifiés comme des véhicules à l'usage de la famille? C'est une belle question, puis honnêtement, j'ai dû solliciter mon équipe pour revoir ces notions-là, parce que même en mariage, il y a de l'ambiguïté. C'est ce qui fait que j'ai d'ailleurs un métier. Parce que la réponse, c'est que ça dépend. Mais premier critère à regarder pour qu'un véhicule à l'usage de la famille fasse partie du patrimoine d'union parentale, de un, il doit être terrestre. C'est ce qui exclut les pontons, les bateaux, les avions, des hydroavions, des motos, bon, bref, tout ce qui vole, tout ce qui flotte. Ce sont des véhicules qui sont exclus. Deuxièmement, ça doit être à l'usage de la famille. Ce qui veut dire que le véhicule en question, puis quand j'ai parlé terrestre, on peut réfléchir sur est-ce qu'un VTT est visé par cet aspect-là. La réponse à cette question, un VTT, ben, ça roule, ça a des roues, c'est sur la terre, donc c'est un véhicule qui plus est. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'était à l'usage de la famille? Donc, est-ce que, revenons à mon exemple du camp de chasse, est-ce que c'est le VTT qui est utilisé par exemple, monsieur, pendant son camp de chasse, madame ne s'est jamais assise dessus, les enfants ne l'ont jamais utilisé. À ce moment-là, on ne considérera pas que ça va être à l'usage de la famille. On va considérer que c'est pour des fins de loisirs que ça a été acquis. Même principe avec, par exemple, la fameuse Harley Davidson qui a été, ou la moto, bref, peu importe la marque, là, la moto qui a été acquise par un seul des parents. Dans la mesure où ce n'est pas toute la famille qui en a bénéficié, ou sinon le couple ensemble, à ce moment-là, ça ne serait pas considéré comme un bien à l'usage de la famille au sens de l'union parentale, et donc ça ne serait pas partageable entre les conjoints. Une parenthèse, par contre, sur ce qui vole, ce qui flotte. Bon, par exemple, le bateau, une question qui peut se poser, parce que tout est toujours en nuance. Si c'est un bateau qui a une couchette, une espèce de chambre à coucher, là, le voilier, ben, la question se pose, c'est est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une résidence secondaire, une résidence à l'usage de la famille? Et il y a de la jurisprudence à cet effet-là. Là, je n'embarquerai pas dans l'avion avec la chambre à coucher, mais c'est le même principe. Donc, à retenir, c'est un véhicule qui est automobile, qui est terrestre, qui est à l'usage de la famille. Ben, merci beaucoup, c'est très, 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 très clair. Une dernière question sur le patrimoine d'union parentale. Les résidences à l'usage de la famille sont inclus. Cependant, est-ce qu'un immeuble locatif, genre un triplex, dans lequel la famille vit, serait inclus dans le patrimoine d'union parentale? Oui. Donc, oui et non.
C'est-à-dire que si c'est un triplex, on a le luxe ou l'avantage de comprendre qu'il y a une subdivision du triplex, on comprend que c'est 3 unités. Ce sera seulement l'unité qui sera habitée par la famille, donc à l'usage de la famille, qui fera partie du patrimoine d'union parentale. Donc, dans le cadre d'un triplex, on comprend que c'est 1/3 de la juste valeur marchande du triplex qui va faire partie du patrimoine d'union parentale, tandis que les 2 autres unités, qui, elles, n'auront pas été à l'usage de la famille, vont être exclues, puis on va se référer à ce moment-là à l'acte d'achat. On va lire est-ce que les parties étaient copropriétaires, est-ce que c'était 40-60, c'est quoi les dispositions qu'il y avait prévues. Mais sinon, la portion qui est habitée par la famille, la valeur, toujours la nuance, ce n'est pas toute la valeur, c'est la valeur au moment de la naissance d'un enfant jusqu'au décès ou séparation, qui est partageable 50-50. Ce qui sort de cette petite bulle-là, on se réfère encore une fois à l'acte notarié, donc à l'entente entre les conjoints. Merci beaucoup. Là, il y a des questions après ça sur les biens familiaux. Oui. Dans la protection des biens familiaux, il y a impossibilité de vendre les biens familiaux pendant 120 jours sans le consentement de l'autre parent. Comment sera désigné, consigné le consentement officiel? Est-ce que ça prend une entente écrite, un courriel, un texto, etc.? Comment ça va se faire? Oui, c'est une bonne question. Donc, je rappelle le principe. La loi vient dire que même si vous n'êtes pas copropriétaire d'une maison, puis là, ça peut être la même chose pour les meubles ou les véhicules, là, mais prenons le plus important des actifs, la maison. Si un couple n'est pas copropriétaire, c'est un seul propriétaire de la maison, le conjoint qui n'est pas copropriétaire, peut dire non, non, wow, je ne suis pas prête à vendre là, actuellement. On met ça sur pause, on va liquider, on va déterminer s'il y a la garde des enfants, s'il y a lieu, la pension, qui va utiliser la maison, donc qui va bénéficier de l'usage. Puis après ça, on décidera qu'est-ce qui va arriver avec le partage de ce qu'on se doit suite à la fin de l'union parentale. Mais dans la mesure où on s'entend sur la vente, effectivement, c'est possible de le faire. Ça prend le consentement des deux. Déjà, de un, si on est d'accord pour vendre une propriété, habituellement, c'est soit on va signer un contrat de courtage, sinon on va faire affaire, par exemple, avec du proprio, on va signer un contrat. Donc, ça va mettre en évidence qu'il y a entente entre les parties. S'il y a ambiguïté à ce niveau-là, un texto, un courriel, à la limite, un message vocal, toutes les preuves sont admissibles à la cour. Si jamais il y a ambiguïté quant à l'existence, oui ou non, d'un consentement à ce qu'on procède à la mise en vente de l'immeuble, par exemple, ou du bien meuble ou du véhicule. Donc, la nature du consentement, là, ça peut être tout à fait varié sans problème. Évidemment, le grand principe, c'est, je vous partage à vous, à tout le monde. On m'a déjà dit un jour, pas de papier, pas de preuve. Là. Ben, celle-là m'est restée. C'est vrai, quand on a de l'intangible, c'est des audios, du oui-dire, ben, il y a peu de chances à ce moment-là que le juge retienne cette prétention-là parce qu'on s'attend à ce moment-là qu'il y en a un qui dit blanc puis il y en a un qui dit noir. Donc, le juge refuse de statuer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Moi, je sais que j'ai fait un cours de droit quand j'étais petit. C'est pas tout le monde qui le sait, là, mais quand ça fait longtemps, ça, de 81 à 84. Puis effectivement, le principe, c'est que même une entente verbale, ça se peut, sauf que le problème, c'est de la prouver. Là, puis comme tu dis, c'est sûr, il y a des preuves qui sont meilleures que d'autres. Je pense qu'on peut dire ça. Là, je ne dis pas trop de bêtises. Là. Tout à fait. Non, absolument. C'est sûr que quand, par exemple, j'ai des clients qui m'appellent et il y a une ambiguïté à ce niveau-là, je leur recommande la plupart du temps juste d'envoyer un texto, d'échanger un courriel. Je voudrais juste confirmer qu'on comprend la même chose, que c'est ce qu'on veut faire, puis là, on détaille ce qui est notre compréhension de l'entente. Ça laisse une trace écrite nécessairement de ce que nous, on souhaite, ce qu'on a compris de cette entente-là, puis l'opportunité à l'autre de répondre, d'acquiescer, évidemment contester au besoin. Super, ben, merci beaucoup. Donc, on continue sur les biens familiaux. Oui. Donc, dans la protection des biens familiaux, il y a impossibilité donc de vendre les biens familiaux pendant 120 jours sans le consentement de l'autre parent. Est-ce qu'une dérogation à cette obligation pourrait être effectuée dans le cas d'un conflit sévère et d'une nécessité de liquider les actifs pour survivre? Oui, donc c'est tout à fait possible. C'est par le biais de ce qu'on appelle une demande d'ordonnance de sauvegarde. En d'autres mots, en français, c'est on dépose une procédure à la cour, on allègue, monsieur, madame la juge, il y a feu, il y a péril en la demeure, on doit procéder en urgence à la mise en vente de la propriété. Et là où le bas blesse habituellement, c'est qu'il faut démontrer l'urgence et justement le critère de péril en la demeure.
les taxes sont impayées, on s'attend à ce qu'il y ait une saisie, la banque a entamé des processus de possession, de reprise en paiement. On a des difficultés financières telles qu'on n'est plus en mesure d'assurer de payer l'hypothèque ou les autres taxes. Il y a des travaux urgents qui doivent être faits. Bon, bref, il y a différents scénarios qu'on peut envisager. Mais pour obtenir l'autorisation de vendre du tribunal en urgence, le critère, le fardeau de preuve est très, très élevé. Il y a peu de chances, j'ai l'impression, que ça puisse arriver. Là où j'ai un questionnement, puis la communauté a aussi un questionnement, c'est que la loi actuellement prévoit qu'on doit demander, si on veut obtenir l'autorisation de vendre un bien, par exemple, où il y en a juste un qui est propriétaire, on doit le faire dans les 120 jours de la séparation. 120 jours, encore une fois, comme le 90 jours post-naissance, le 120 jours post-séparation, s'il y en a qui sont passés par là, qui connaissent des gens, c'est 4 mois, c'est pas beaucoup. Des fois, ça va très vite, mais plus souvent qu'autrement, la maison, c'est pas ce qui est urgent. On parle de garde d'enfants, on parle de responsabilité financière pour les enfants, on parle d'obligations financières diverses entre les ex-conjoints, peu importe. La maison, c'est rarement ce qui est le plus urgent. Puis là, c'est comme si on est obligé, en bon français, de se garrocher à la cour puis déposer une procédure pour être sûr d'être capable de réserver notre droit de demander l'autorisation de vente. Mais ça, c'est un peu spécial. Puis l'autre questionnement qu'on a, c'est est-ce qu'après 120 jours, c'est comme si on ne peut plus demander la mise en vente? Moi, je suis d'avis que ce n'est pas l'intention du législateur là, de limiter la possibilité de vendre un bien immeuble, surtout s'il y a une urgence dans les 4 mois. Mais la rédaction manque un petit peu de finesse à ce niveau-là. Fait qu'il faudra voir comment la jurisprudence va l'interpréter. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce que vous devez retenir ou partager à ceux qui vous entourent, c'est s'il y a séparation, bon, c'est correct, vous n'avez pas besoin de vous, entre guillemets, vous garrocher chez un avocat, mais d'obtenir une consultation juridique relativement rapidement, là, dans les 2-3 mois qui suivent la séparation, ça va être très important parce qu'il y a comme un compteur qui commence à partir de la séparation pour une période de 4 mois pour protéger les biens familiaux que sont la maison, les meubles, les maisons, les meubles, les véhicules à l'usage de la famille. Merci beaucoup. C'est pas simple, tout ça, hein? Puis j'aime bien que tu soulignes l'aspect émotif. Là, quand on vit une séparation, on est déstabilisé, on est tout croche. Fait que là, de penser à toutes ces choses-là, là, c'est vraiment pas simple. Puis surtout dans un contexte où c'est du droit nouveau, où même les avocats, écoute, même les avocats se posent des questions. Fait qu'imaginons les parents qui vont vivre ça, là, il y a quand même des enjeux importants là, à ce niveau-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, écoutez, on a une dernière question sur le droit d'usage des biens familiaux. Donc, comment sera désigné, consigné le consentement officiel? Encore là, la question de la preuve, entente écrite, courriel, texto. Et à quelle fréquence cette demande devra-t-elle être effectuée? Chaque usage pour une période déterminée? Puis, est-ce que des mécanismes de dérogation sont aussi prévus à cette obligation dans le cas de conflits sévères? Donc, ce que j'ai dit pour la vente d'un immeuble, de la maison ou d'une des maisons à l'usage de la famille, s'applique pour ce qui est du droit d'usage. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas tant les enjeux de vente qui sont généralement prioritaires, encore moins dans les 120 jours, mais c'est plutôt l'usage, par exemple, de la résidence familiale ou du chalet ou peu importe, des meubles, des véhicules. Ça, ce sont des questions urgentes qu'on voit post-séparation, surtout quand il y a un conflit qui est plus important entre les parents. C'est là où, pas le bas blesse, mais presque, la rédaction actuelle du texte, bien, actuelle, elle ne sera pas modifiée, là, mais le texte législatif fait en sorte que si un parent souhaite demander l'usage exclusif de la maison, des meubles, des véhicules, il doit impérativement le faire dans les 120 jours de la séparation. Puis je reviens à ce que je disais à ma question d'avant. C'est sûr qu'on n'a pas envie de penser à ça, mais ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de publicité à cet écart-là sur le délai de 120 jours, que post-séparation, aller chercher une consultation juridique, avocat, notaire, peu importe, un juriste, il peut conscientiser là où les parents sur le risque de ne pas demander. Si on ne demande pas l'attribution dans les 120 jours, c'est comme si on ne pouvait plus le demander par après l'usage exclusif de la maison. J'ai personnellement un bémol avec la rédaction d'un texte aussi rigide, dans le sens que si les parents continuent de cohabiter, ce qu'on voit de plus en plus, ce que je vois dans ma pratique de plus en plus, parce que le marché économique, le marché immobilier, le marché économique, bref, on lit tous les journaux, tout le monde, les gens ont rarement de liquidité,
certainement pas en prévoyant une séparation. Peu de gens vont prévoir une séparation. Donc, souvent, ils vont rester sous le même toit pendant quelques semaines, quelques mois. J'ai même vu 1 an et demi, parce qu'ils se disent, ben, c'est pas optimal, mais c'est pas si mal non plus. Je verrais mal un tribunal dire, on va pas déterminer qu'il y aura l'usage exclusif de la maison s'il y a un conflit à ce point-là, par exemple, dans l'intérêt des enfants. Ça, je le vois vraiment pas. Ou à l'inverse, je me vois très bien convaincre un juge que le 120 jours, faudrait l'étirer son interprétation un peu plus libéralement, plus largement, pour protéger notamment les enfants. L'objectif du projet de loi, c'est de donner un meilleur équilibre ou une meilleure égalité de chance entre les enfants, indépendamment du type d'union des parents. C'est ça l'objectif. Donc, le droit d'usage, il faut quand même que je vous le partage. Le texte actuellement, c'est 120 jours pour demander l'usage exclusif. Si on ne s'entend pas, évidemment, si on a besoin de dérogation, c'est une procédure à la cour. Si on s'entend, c'est même chose, pas de papier, pas de preuve. Ça prend un texto, un courriel, un message vocal, un petit quelque chose là, qui nous confirme le consentement à ce que ce soit. Des fois, c'est juste les faits qui parlent. Ça arrive très souvent qu'un conjoint va juste tout simplement quitter, puis de facto, ben, l'usage exclusif va comme être déterminé de cette façon-là parce que c'est ce que les parties vont avoir décidé sans signer quoi que ce soit. C'est juste les faits qui parlent d'eux-mêmes. Après ça, si on veut changer ça, ben, il faut le faire dans les 120 jours. Donc, le 120 jours, s'il y a une chose à retenir d'aujourd'hui, Oui, le 120 jours, c'est vraiment quelque chose de bien, bien, bien important parce que oui, ça peut emporter des droits peut-être pour toujours. En oui, tout cas, sur à plusieurs préciser, mois, mais absolument. ouais. Donc, mais il y a vraiment le 120 jours, il faut vraiment retenir cette Oui, notion-là. oui, OK, c'est bon. Après ça, on passe à la question. Il y a un truc, j'allais dire une question à 100 000 $, mais ça dépend du patrimoine familial, là, ça peut être plus que ça. Toute la question de la prestation oui. compensatoire, qui est vraiment une nouveauté complète dans la réforme du droit de la famille. Donc là, j'imagine que tu ne pourras pas nous répondre à tout parce qu'il y a plein de questions encore, mais j'imagine que tu vas pouvoir nous aider un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, les questions que j'avais, c'est quoi les méthodes et les tableaux de calcul? Comment on va déterminer ça? Qui va la calculer, cette prestation-là? C'est quoi les délais de paiement? Est-ce qu'on peut étaler des paiements? Est-ce que c'est tout d'un coup? Est-ce qu'il y a des ententes? Est-ce que le niveau d'endettement du parent qui débourse sera pris en compte? Donc, il y a plein de questions qui arrivent avec cette prestation-là. J'ai d'autres questions moi-même, j'ai envie de dire. Donc, la prestation compensatoire, pour l'expliquer, c'est ce qu'on connaissait, ce que vous avez certainement entendu, qui est l'enrichissement est justifié, l'enrichissement sans cause. Essentiellement, qu'il y a un des conjoints qui s'est enrichi aux dépens de l'autre, qui s'est lui-même appauvri. Il ou elle, peu importe. Puis à ce moment-là, la prestation, c'est quelque part entre les deux. C'est un montant qui est déterminé l'écart entre les deux. En mariage, la prestation compensatoire existe depuis les années 90. Il y a abondamment de jurisprudence là-dessus. Elle est plus restrictive dans le sens qu'en mariage, la logique veut qu'on partage l'ensemble des actifs. Donc, nécessairement, il y a comme un rééquilibrage des situations financières de chacun des conjoints, parce qu'en mariage, on dit c'est essentiellement moitié-moitié, tout le monde repart avec la même poche ou la même valeur, absolument. Donc, c'est plus limitatif. Après ça, en conjoint de fait, je vous l'ai dit, le Code civil ne prévoit absolument rien. Sauf, effectivement, il y a une disposition, mais ça ne vise pas les conjoints de fait, ça vise toute situation juridique. Quand il y a un enrichissement puis un appauvrissement, un lien de causalité entre les deux, pas d'explication qui justifie qu'il y en a un qui s'est enrichi puis l'autre s'est appauvri, une absence de droits, d'autres droits qui nous permettraient d'expliquer pourquoi il y a un écart. Donc, ça, c'est l'ensemble des critères. On peut faire cette demande-là. Les conjoints de fait actuels peuvent faire une demande d'enrichissement justifié. Ça a donné lieu pour ça à beaucoup, beaucoup de jurisprudence dans tous les sens. Pour en nommer un exemple, j'en ai eu quelques jugements dans les dernières années qui ont donné des pourcentages de valeur de, par exemple, un conjoint, le classique conjoint resté à la maison. Monsieur s'est enrichi, par exemple. Là, je suis dans les stéréotypes, je m'en excuse, c'est parce que j'ai un jugement en tête, c'est ça ce qui s'était passé. Donc, monsieur s'est enrichi avec son entreprise. Et madame s'est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Puis, la Cour d'appel est allée octroyer un pourcentage, pour ne pas le nommer, 20 de la valeur de la richesse, disons ça comme ça, du patrimoine de celui qui s'est enrichi à madame.
On a d'autres jurisprudences qui vont dire, ben non, on va l'évaluer plus restrictivement. Par exemple, madame est restée à la maison, elle était ingénieure, elle faisait un salaire de 100 000, mais elle est restée à la maison, puis si la famille avait engagé, disons, une nounou, une amie, quelqu'un pour les assister, ça a coûté, par exemple, 40-50 000 $. Fait qu'au lieu de la compenser pour la perte de salaire, on va la compenser sur le coût économisé par la famille s'il avait embauché quelqu'un. Donc, vous avez, il y a comme deux pôles, la jurisprudence dans tous les sens, ça donne deux exemples concrets. Puis, on ajoute à ça qu'en 2020, la Cour suprême du Canada est venue parler du principe de co-entreprise, de collaboration régulière des membres de la famille. Je ne veux pas vous perdre à ce niveau-là, mais le principe est que si la famille avait comme une espèce de projet commun, nous, notre entente, c'est que monsieur, par exemple, encore dans les stéréotypes, monsieur développe son entreprise où on achète de l'immeuble, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Madame s'occupe de la gestion de cette entreprise-là, puis il reste à la maison pour s'occuper des enfants, mais pas de salaire en contrepartie. Ça donne lieu à ce qu'on appelle le principe de co-entreprise et qui fait en sorte que la Cour d'appel est venue donner encore une fois un pourcentage très élevé du patrimoine que monsieur va avoir développé. Bon, là, ça, je viens de vous donner de ce qui est l'axe d'interprétation qui va dans tous les sens de ce qui est de l'enrichissement injustifié. Ajoutons à ça une nouvelle bébite qui s'appelle la prestation compensatoire en union parentale. Le texte est très restrictif. Le texte parle que la prestation va être calculée sur la base du moindre, donc du plus petit montant entre soit l'enrichissement de un, soit l'appauvrissement de l'autre. Pour être pratico-pratique, je vais vous donner un exemple. Un des conjoints donne un montant de 100 000 à l'autre, parce qu'il ou elle est généreux, il y a cet argent-là qui dort, peu importe comment dire, donne 100 000 à l'autre. L'autre prend 100 000 et l'investit, par exemple, dans son entreprise. Et ce 100 000-là, puis là, mettons qu'on a toutes les preuves disponibles, génère un montant de 5 millions. Je dis un chiffre qui n'a pas d'allure. Le texte de loi actuel nous dit que ce ne sera pas un pourcentage du 5 millions, ça sera le moindre entre l'enrichissement, par exemple, de 5 millions ou de l'appauvrissement qui sera retenu, c'est-à-dire 100 000. Prenons l'exemple où c'est je te donne 100 000, mais finalement, j'ai une moins-value. Ça ne fonctionne pas. Mon 100 000 vaut 50 000 aujourd'hui. Pour différents placements qui ont été faits, ça n'a pas fonctionné. Le marché a planté, peu importe. Bien, mon 100 000 va devenir 50 000, même si j'ai donné 100 000 parce qu'aujourd'hui, ça a une moindre valeur. Donc, ça sera 50 000. C'est très restrictif comme interprétation, ce qui fait qu'on se pose la question, qu'est-ce que vont faire les tribunaux? Est-ce qu'ils vont retenir l'interprétation très libérale qu'on avait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on va pouvoir jumeler l'enrichissement sans cause d'avant avec la nouvelle prestation compensatoire? Est-ce qu'au contraire, l'intention du législateur, c'est de limiter le droit de prestation compensatoire parce qu'on a créé un patrimoine d'union parentale? Ça, c'est toutes les questions, honnêtement, que je vous partage, qui m'habitent en ce moment. Et pas qui m'habitent pas seuls, c'est pas que moi, les autres membres de mon bureau puis les autres collègues avec qui j'échange. Ce qui me fait dire que si vous êtes en situation, si vous connaissez des gens qui sont en situation, par exemple, dites, il y a une iniquité, là, ça n'a pas de bon sens, cette séparation-là, financièrement, ne fait pas de sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, des fois, on a le nez, on se dit quelque chose qui ne marche pas. Allez obtenir une consultation juridique pour avoir des scénarios, des pistes de négociation. Puis après ça, bon, on verra si ça vaut la peine de judiciariser. Le législateur nous a informé, c'est écrit dans le texte de loi, qu'il va adopter des normes ou des règlements pour nous aider à résoudre ces questions que je vous ai nommées. Sauf qu'on est le 20 mars, puis actuellement, on n'a rien entre les mains. Donc, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous rassurer aujourd'hui. Je peux vous dire que le texte de loi prévoit qu'il y aura des normes, mais en date d'aujourd'hui, il n'y a aucun travail, de ce que je comprends, qui se fait pour adopter de telles normes en date d'aujourd'hui, encore une fois. On travaille plus sur le projet de loi 91 que sur l'adoption de ces normes. Donc, la question demeure entière. Il y a quand même un aspect positif à ça, c'est qu'on a l'objectif du législateur en adoptant la prestation compensatoire n'était certainement pas de limiter les droits des parents en union parentale. C'était au contraire une façon de leur dire le fardeau va être moins grand parce qu'on va présumer que si vous êtes en union parentale, c'est normal que si vous en avez moins donné puis que l'autre s'est enrichi,
c'est normal qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un partage équitable des richesses ou du patrimoine accumulé. C'est ça la logique derrière l'adoption. Mais après ça, il y a des nuances juridiques qui sont quand même importantes là, pour lesquelles une consultation avocat, notaire, peu importe, quelqu'un pourra bien accompagner un parent, surtout en situation de vulnérabilité économique. Merci. Pas simple, ça, hein? Non. Euh, J'espère que je ne vous ai écoutez, pas perdu avec ça. OK, c'est vraiment pas simple. Écoutez, puis voyant tout ça, comme il y a encore beaucoup de choses qui bougent, avec le comité, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un prochain webinaire en octobre prochain pour regarder, une fois que la loi va être mise en œuvre, une fois que ça va commencer à s'appliquer, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça va être intéressant de poursuivre la discussion parce que là, on est vraiment dans la spéculation puis dans les hypothèses, là. Mais ça va être vraiment à suivre, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans cette prestation-là. Ben, merci d'essayer de comprendre la bébite avec nous. Alors, écoute, on va passer à une autre question. On va aller avec des questions peut-être encore plus graves. La question de la violence judiciaire. Oui. Okay? Ça, c'est un élément important du projet de loi. Et puis, on comprend que cette préoccupation-là soit importante. Et donc, la question que j'ai, c'est, dans le fond, comment est-ce que ça va être quoi les critères pour établir qu'il y a de la violence judiciaire? Puis est-ce que dans certains cas, est-ce qu'il pourrait y avoir même paiement de dommages et intérêts? Très bonne question. Puis, on le voit, personnellement, je le vois de plus en plus, qu'il y en a qui utilisent le système de justice comme outil de violence ou de perpétration de continuité de la violence familiale, peu importe les formes. Les critères sont stricts, ils sont énoncés dans la loi. Article 51.1, si je ne me trompe pas, du Code de procédure civile. On va regarder l'historique des procédures entre les parties. Ça, c'est très simple à faire comme preuve. On sort ce qu'on appelle le plumitif. Il est peu lisible, c'est peu digeste à comprendre, là, mais ça nous donne l'historique de qui a déposé quelle procédure quand puis qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les grandes lignes. Donc, l'historique des procédures entre les parties. L'impact qu'a eu cet historique de procédure sur les parties elles-mêmes, c'est-à-dire, par exemple, le parent qui reçoit, qui est victime de cette violence judiciaire-là, et sur l'enfant, parce que nécessairement, il y a des conséquences si un parent doit prendre plus congé parce qu'il y a plus de dates de cours, est moins disponible mentalement parce qu'il y a beaucoup de stress qui vient avec la préparation de ces dates de cours-là. Je ne nomme que ces exemples-là, sans compter les honoraires qui peuvent venir avec. Troisième critère, c'est l'équilibre des forces en présence, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une partie qui est... Là, je peux vous nommer plusieurs critères, là, mais est-ce qu'il y a un déséquilibre psychologiquement, financièrement, physiquement? Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les parents ou les ex-conjoints qui expliquerait ce qui est en train de se passer? On va tenir compte dans ce déséquilibre ou cet équilibre-là de l'existence ou de l'inexistence de la violence conjugale, familiale. Puis là, pour interpréter ce qui est de la violence, on peut se référer à la loi sur le divorce. Même si, là, je suis dans le cadre de l'union parentale ou dans les conjoints de fait, qui eux autres ne sont pas visés par la loi sur le divorce, évidemment, la jurisprudence applique les critères de la loi sur le divorce pour analyser ce qui est de la violence familiale, de la violence conjugale. Il y a une panoplie de critères pour dire ce qui est de la violence et le contrôle coercitif, parce que je pensais ça une des questions, c'est un des éléments qui peut être soulevé. C'est pas que l'élément, c'est pas l'objectif il ne faut pas prouver qu'il existe un contrôle coercitif, mais c'est un des éléments qui peut être soulevé pour démontrer qu'il y a une dynamique de violence familiale entre les parties. C'est pas parce qu'il n'y a pas non plus de violence familiale que nécessairement, ou conjugale, que nécessairement il n'y a pas de violence judiciaire. Au contraire, un ne va pas avec l'autre et parfois les deux vont ensemble. Tu posais la question, Raymond, pour dire, bon, est-ce qu'il y aura des dommages qui pourront être octroyés? Fait non seulement pourront, mais devront. Le libellé de la loi, le texte législatif parle d'obligation pour le tribunal d'octroyer des dommages-intérêts. La logique derrière ça, c'est évidemment compenser les parents victimes de cette violence judiciaire-là, mais aussi pour le système de se protéger de ce type de demande-là. C'est très lourd pour le système. Donc, le dommage en question, là, la quantification, c'est difficile à voir. J'en ai sorti un, c'est 7 000 Est-ce que c'est proportionnel? Je ne connais pas tous les faits du dossier. Est-ce que c'est pas assez? Je n'ai pas d'opinion parce que ça dépend toujours des faits du dossier. Mais le dommage, l'objectif d'octroyer des dommages, c'est
de dissuader l'autre parent de recommencer ou de poursuivre des démarches à la cour. Un point très important ou intéressant à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de démontrer l'intention d'un parent de faire preuve de violence. Donc, moi, je suis violent parce que je veux me venger. Moi, je fais des procédures parce que je veux me venger. Je fais ça parce que je veux nuire. Le simple fait, parce que cette jurisprudence-là, la plus récente que je voulais, très intéressante dans le sens qu'on peut avoir un parent qui est tout simplement anxieux. Pour toutes sortes de raisons, tout lui cause un stress, puis plutôt que de s'en prendre directement à l'autre conjoint ou de discuter avec l'autre conjoint, ben, il va préférer utiliser les procédures, puis toujours solliciter la cour pour obtenir une réponse à tout litige pas possible. Donc là, ça manque peut-être de nuances que j'énonce là, mais ce qu'on comprend, c'est que la mauvaise foi, c'est pas partie d'un critère. C'est objectivement, ça ressemble à quoi l'historique judiciaire entre les parties? Est-ce que ça a eu un impact sur les enfants ou sur l'autre parent? Puis est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les deux? Puis en tenant compte aussi d'une dynamique de violence, là, il y aura octroi ou non de dommages-intérêts contre la parent qui aura fait preuve de violence judiciaire. C'est ça, ce qu'on comprend, c'est vraiment, ça va être de voir comment ça va être appliqué. C'est vraiment les jurisprudences qui vont nous dire quelle balise on va donner, où on s'en va et tout ça. Puis si je ne m'abuse, dans le passé, il y avait la notion de plaideur quérulant, qui était beaucoup plus lourde, beaucoup plus pesante. Exact. Fait que, peut-être, si tu nous revenais juste en plaideur quérulant, puis ça, bonne qu'est-ce question. que tu... Donc, la jurisprudence s'est prononcée sur cet aspect-là. Donc, quérulent, c'est quelqu'un qui multiplie les procédures, mais généralement devant plusieurs instances. Donc, c'est quelqu'un qui va, par exemple, en cas d'une séparation, va déposer une demande au TAL, au tribunal administratif du logement, va déposer maintes requêtes, maintes procédures pour contester ou, par exemple, s'il y a une accusation criminelle, puis on veut la contester, puis là, toutes sortes de requêtes. Là, j'en ai un en ce moment, c'est ça qui est en train de se passer. On a bref, sans rentrer dans le détail. Il y a une multiplication de procédures au criminel. Ou sinon, la personne, le plaideur quérulent, peut même multiplier lui-même les fausses accusations. Ensuite de ça, on peut avoir une multiplication des procédures à la Chambre de la jeunesse, donc si la DPJ est impliquée. On peut avoir des plaintes déontologiques contre les avocats au dossier. On peut avoir des plaintes contre le ou les juges qui sont saisis sporadiquement du dossier. Donc, c'est la multiplication des procédures dans l'ensemble du système de justice qui va faire en sorte qu'on va déclarer quelqu'un quérulent. Tandis qu'ici, en violence judiciaire, on n'a pas ce fardeau-là. On peut faire preuve de violence judiciaire uniquement envers le parent ou l'ex-conjoint avec qui on était, par exemple, en couple, il y a longtemps ou récemment. Le fardeau est beaucoup moins lourd. L'idée, c'est d'envoyer un message très clair, puis pas d'attendre que ça se rende jusqu'à la quérulence avant d'agir, puis d'imposer des sanctions. Merci, surtout qu'on passe, ça c'est intéressant de mettre les deux en parallèle. Tu l'as évoqué tantôt, tu as parlé de la notion du contrôle coercitif. Oui. C'est une notion qu'on entend de plus en plus dans les tribunaux, dans l'espace public et tout ça. Fait que d'une part, je ne sais pas si tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par contrôle coercitif, puis comment ça peut s'appliquer concrètement dans le cadre des présentes procédures. Puis dans le fond, ça pourrait être quoi les implications sur les personnes visées dans le cadre de la reconnaissance des droits parentaux? Oui, je vais mettre un bémol parce que je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas la formation nécessairement pour apporter toutes les réponses et les nuances sur ce que constitue du contrôle coercitif. Par contre, je peux me référer à la loi sur le divorce pour vous dire qu'est-ce que la Cour va rechercher pour déterminer qu'il y a présence ou non de contrôle coercitif. On parle d'aspects cumulatifs de comportement, que le comportement est dominant ou qui porte sur un membre de la famille, puis que cette personne-là, en réaction à ce comportement qui est cumulatif et dominant, et donc coercitif, lui fait craindre pour sa santé, sa sécurité et ou celle de ses proches et ou celle des enfants. Donc, c'est le côté cumulatif des comportements, le maintien dans le temps de ces comportements-là, donc pas juste en mariage ou en union, peu importe le type d'union, mais le maintien de ce contrôle-là à travers notamment les procédures judiciaires, à travers la coparentalité,
à travers tout ce qui est question de pension alimentaire, par exemple des refus là, constants de payer une pension alimentaire, refus de payer des frais particuliers, refus d'accorder une certaine flexibilité s'il y a un événement familial quelconque, refus d'autoriser un voyage, refus d'autoriser un traitement médical. Bon, ce type de refus injustifié-là, ça, c'est un exemple, et il y en a beaucoup d'autres, mais ça, ce sont des exemples, par exemple, de ce que pourrait constituer du contrôle coercitif. D'autres exemples, le fait pas nécessairement d'être en bris de conditions, s'il y a des conditions criminelles, mais de toujours laisser entendre qu'on est présent dans l'entourage. Des fois, j'ai des preuves au dossier où est-ce que cette personne-là, la partie adverse, n'est pas supposée savoir que j'habite là, que les enfants vont à telle école, que bon, puis laisser entendre qu'il y a comme une espèce de toujours une menace sous-jacente. Ça aussi, c'est un indice de ce que pourrait être du contrôle coercitif. Mais je veux revenir sur le fait que les juges ils vont pas rechercher le contrôle coercitif, ils vont chercher plutôt le critère de violence familiale. Puis le contrôle coercitif, là, je reviens là-dessus, c'est un des exemples. Et la liste, elle est longue, là, je peux vous les nommer très brièvement. Violence familiale, on fait référence au mauvais traitement corporel, aux abus sexuels, aux menaces de tuer quelqu'un ou de lésions corporelles, de harcèlement, y compris la traque. Le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence, donc de priver des meubles, les enfants, madame, de biens, peu importe. Les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, menace de tuer ou blesser un animal ou d'endommager un bien, le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d'endommager un bien. Ensuite, on va regarder la nature, la gravité, la fréquence de la violence familiale, le fait qu'une personne tente ou non à avoir un comportement coercitif ou dominant, que la violence soit envers un conjoint ou un parent, est-ce que ce soit une exposition qui est directe ou indirecte, le tort physique, affectif, psychologique qui est causé à l'enfant ou le risque de ce tort-là, la sécurité d'un membre de la famille, la prise des mesures qui sont en place, que ce soit par le conjoint ou l'autre conjoint, celui qui est auteur de violence. La liste, elle est très longue puis elle est non exhaustive. L'objectif étant de laisser le plus de latitude possible au tribunal pour prendre la meilleure décision dans l'intérêt des enfants. Puis, comme tu disais, donc, toi, tu as une réponse légale à ça. Oui, Donc, absolument. tu n'as pas la prétention d'être une Oui. experte en violence familiale et conjugale. C'est vraiment ce que la loi nous dit, ce que tu nous as dit. Ce n'est pas ton opinion personnelle, là. C'est vraiment qu'est-ce qui est inscrit dans la loi là, à ce niveau-là. Oui. Je pense que c'est important d'être très précis dans des sujets aussi sensibles et importants là, que ceux-là. OK, bien, merci. Changement de sujet, une question sur le SARPA. Ça, c'est le service pour modifier la pension alimentaire. Donc, le SARPA aura le mandat d'offrir le service de calcul. A-t-il aussi le mandat d'effectuer les retenues à la source des pensions? Bon, c'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je trouvais la question tellement pertinente, puis moi-même, je me la pose. Si on regarde le libellé du projet de loi qui a été adopté, là, mais qui parle d'union parentale, il y a une section qui parle de la possibilité, ou en fait, l'octroi du mandat au SARPA d'offrir un service de calcul. Donc, plutôt que de passer par des avocats, plutôt que de passer par des médiateurs, si les parties s'entendent pour déterminer la pension sur la garde, puis ils veulent simplement avoir une pension alimentaire, que ce soit le SARPA, un service administratif qui coûte une cinquantaine de dollars, tout simplement. J'imagine que les frais seraient relativement similaires. Que ce soit eux qui déterminent le montant de pension alimentaire. Et là, la question qui a été soulevée, c'est est-ce que ce service-là pourrait aussi procéder à la retenue sur les talons de paye, puis que ce soit versé au parent qui est créancier de cette pension alimentaire? La question demeure entière dans le sens que la loi prévoit que le gouvernement peut adopter différentes mesures pour encadrer ce nouveau pouvoir-là du SARPA, puis c'est pas entré en vigueur encore. Donc, c'est comme en suspens. La volonté, elle est adoptée, elle est sanctionnée, mais après ça, le pratico-pratique, ne serait-ce que la loi qui concerne le SARPA, n'a pas été modifiée encore. Donc, c'est les prochains mois qui vont nous dire comment ça va s'appliquer. Je me doute de comment ça pourrait se dérouler. Je me doute que l'objectif, ça va que le service puisse faire cette retenue-là, au même titre que si on procède à un ajustement, là, si les parties veulent tout simplement mettre à jour leurs obligations en fournissant leurs avis de cotisation, c'est possible d'avoir une retenue modifiée. Donc, j'ose espérer que c'est vers là que le législateur veut tendre, mais je n'ai pas de texte qui le confirme en date d'aujourd'hui.
Ben, mon Dieu, il va vraiment falloir qu'on se revoie au mois d'octobre, hein. Il y a ça fait quand Pas le même choix. des points. C'est vraiment des points, c'est pas des détails, là, tout Non. ça. Là, c'est vraiment, il y a plein de Oui. points en suspens. Ben, merci beaucoup. Une question qui me tient à cœur, puis je pense qu'il va tous vous tenir à cœur, les parents à faible revenu. Euh, Parce qu'on n'est pas tous égaux devant la loi, on n'est pas tous égaux dans ces contextes-là. Puis c'est sûr que l'argent, ça n'arrête pas tout, mais ça l'aide quand même dans des périodes comme ça. Donc, la question, c'est si les parents à faible ou moyen revenu veulent consulter un notaire pour se soustraire au régime, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des mécanismes de subvention des frais juridiques? Est-ce qu'ils sont prévus pour la médiation aussi? Parce qu'on sait que la médiation, il y a 5 heures de service de médiation familiale gratuite. Mais si ça en prend 10, qu'est-ce qu'on fait avec les heures qui sont ajoutées? Est-ce qu'il y a des mécanismes de soutien aux personnes les plus vulnérables? C'est une très bonne question. C'est une question plus que pertinente. Malheureusement, ce n'est pas un volet qui a été abordé dans le cadre du projet de loi qui est maintenant une loi pour l'union parentale. C'est quelque chose, par contre, qui est partiellement soulevé dans le cadre du projet sur le tribunal unifié de la famille, donc le nouveau projet de loi qui est en travail actuellement. J'ai vu une section qui concerne le paiement de la prestation d'aide juridique disponible pour les parents en union parentale, mais ça fait référence à des ententes, ça ne fait pas référence à une aide financière, par exemple, pour aller voir un notaire, là, pour savoir est-ce que j'ai des droits, je n'ai pas de droits. Ça, je ne le lis pas dans la mouture actuelle du projet de loi 91. Les travaux parlementaires vont se poursuivre. Est-ce qu'il y aura des représentations? J'ose espérer qu'il y en aura, des représentations en ce sens-là, puis que ça sera modifié, j'espère. Sinon, on n'est pas sans ressources non plus, dans le sens qu'il existe quand même les centres de justice de proximité qui donnent de l'information juridique sur ce qui est l'union parentale ou bref, ou les autres questions qu'on pourrait avoir en droit de la famille. Mais évidemment, ce n'est pas effectivement du conseil. J'espère que le message sera entendu et qu'il y aura une bonification du projet de loi actuel pour viser des consultations pré-litige. C'est ça l'objectif, hein, d'éviter qu'il y ait un litige. Hein. Euh, donc, il y a une possibilité de consulter un juriste pour avoir accès à l'information, de l'information personnalisée pour les parents qui seront vulnérables. Merci. Puis c'est sûr que ça, c'est des préoccupations auxquelles on est extrêmement sensible, qu'on trouve vraiment importantes. Ce qui est intéressant, il y a quand même plusieurs organismes communautaires qui sont probablement Oui. présents aujourd'hui, qui ont imaginé toutes sortes de stratégies d'accompagnement juridique qui sont vraiment importantes parce qu'on disait, tu sais, l'exemple qu'on donnait même dans le cadre d'une médiation, oui, le médiateur, lui, justement, sa job, c'est de faire la médiation. C'est pas seulement de donner des conseils juridiques ou donner des conseils financiers. Ce qui fait que si tu n'as pas de sous, ou bien si un des parents a des sous, l'autre n'en a pas, bien, ça crée un déséquilibre et tu es vraiment défavorisé. Parce que des fois, tu as besoin de te faire une tête, là, surtout en période de séparation. Fait que je pense que tous ces aspects-là sont vraiment là, extrêmement importants parce que sinon, ce que les gens nous disent, les organismes communautaires, ce qu'ils disent souvent, bien, des fois, les gens ils vont régler à rabais. Hein, ils Oui. vont dire, ben là, les 5 heures de médiation familiale sont terminées, donc je vais régler, même si ça ne fait pas tout à fait mon affaire. Fait que je pense que c'est vraiment un enjeu qui est de la plus haute importance là, à ce niveau-là. Absolument. Une autre question qui est tout à fait pertinente, en tout cas, les questions jusqu'à maintenant sont vraiment excellentes. La question de l'information aux familles, aux intervenants, aux avocats. La question candidement était posée, mais elle est essentielle. Comment est-ce qu'on va faire pour partager ces informations-là avec les familles? Puis aussi qu'on soit assuré que les familles soient représentées par des avocats qui connaissent justement tous ces changements-là, puis qui soient compétents dans l'accompagnement des familles. C'est comme deux volets. Peut-être qu'on pourrait peut-être commencer par celui que tu connais le mieux, les avocats, puis après ça, aller aux familles. Là. Les avocats sont-ils au courant de ce qui se passe? Là? Oui, et c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se former. Moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je trouvais ça super intéressant. J'ai suivi les travaux parce que j'aime mon métier, puis j'aime ça m'informer. Mais sinon, ça dépend. Il faut que la volonté doit venir de l'avocat ou du notaire en droit de la famille, dans le sens qu'il n'y a pas d'obligation qui va être imposée par le barreau de se former sur ce que dit cette nouvelle réforme-là. Au même titre que là, on parle de l'union parentale, mais au même titre qu'il y a eu deux réformes au préalable. Elles n'ont pas fait l'objet d'une indication obligatoire de la part du barreau du Québec pour
les avocats qui travaillent en droit de la famille. Donc, la seule façon de valider que la personne détient les connaissances, c'est d'essentiellement poser la question. Est-ce que vous avez est-ce que vous détenez les compétences ou est-ce que vous êtes peut-être peut-être un peu baveux comme question, mais est-ce que bref, dans vos mots, est-ce que vous vous êtes formé pour comprendre quelle est la nouvelle mouture du droit de la réforme du droit de la famille sur l'union parentale? Êtes-vous familier avec les concepts de l'union parentale? Est-ce que vous avez obtenu les formations nécessaires pour l'union parentale? Il y a quelques formations qui commencent à sortir là, auxquelles j'assiste moi aussi, là, même si je maîtrise relativement bien le sujet, mais d'entendre les réflexions de mes collègues, ça, c'est hyper pertinent. Fait que je continue de s'informer là-dessus, mais c'est sûr que ça ne pleut pas, les formations, donc il faut poser la question. Mais c'est sûr qu'avant de dire que on veut un avocat qui connaît l'union parentale ou un notaire qui connaît le principe de l'union parentale, la première question, c'est qu'il faut s'assurer que l'avocat qu'on consulte ou le notaire qu'on consulte, c'est quelqu'un qui travaille en droit de la famille. Donc, plutôt, oui, on peut consulter un avocat en droit civil, mais peut-être que les nuances vont être moins bien saisies. Là, quand je dis ça, puis il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Là, je ne veux pas parler négativement de mes collègues là, qui sont capables de trouver les réponses, mais c'est sûr que d'avoir une certaine spécialité en droit de la famille, ça apporte une bonne garantie là, d'avoir des conseils qui sont adaptés. Ce qui m'amène à ta deuxième question, Raymond. Là, donc, comment est-ce qu'on va chercher l'information? Bien là, heureusement, Éducalois a sorti, pour ceux qui connaissent Éducalois, c'est un service paragouvernemental public d'information juridique. On peut aller en ligne puis trouver les informations sur ce que c'est l'union parentale. Là, c'est de ma faute, je n'ai pas validé si... comment que ça... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Là, ça va me revenir après la présentation, juste parce que ça vient de me glisser. Il y a un autre site gouvernemental, je vais le chercher après, qui existe. Juridique.qc.ca, c'est ça. c'est ça? Merci. J'avais juste clic secure. Si je sais que c'est pas... Bon, juridique.qc.ca, effectivement, qui est un autre site gouvernemental, celui-là à 100%, qui explique ce qu'est l'union parentale. Donc, c'est des formes d'outils dans le sens que c'est de l'information auquel on peut avoir accès, mais reste que les meilleures façons d'obtenir de l'information plus pointilleuse, c'est d'aller voir par exemple, les centres de justice de proximité. Donc, d'aller parler avec quelqu'un, puis de challenger. Ces personnes-là ne pourront pas te donner de conseils, mais au moins, si vous voulez poser une question, vous pouvez la formuler à la troisième personne en disant, ben, qu'est-ce qui arrive s'il y a telle situation? Ils vont être certainement capables de vous donner des pistes de réflexion pour que vous compreniez mieux un peu qu'est-ce qui s'applique à vous. Donc, les centres de justice de proximité, le site Éducalois, le site juridique qc.ca. Ça, ce sont des pistes pour obtenir de l'information. J'ose espérer que la Chambre des notaires va faire une campagne de sensibilisation. On n'en a pas vu passer pour l'instant, mais la grande partie des prochains mois de l'application de cette réforme-là va se trouver entre les mains des notaires, parce que c'est eux autres qui vont recevoir les parents, les nouveaux parents, dans leur bureau pour signer, par exemple, un acte de retrait de l'union parentale ou un acte de modification du patrimoine de l'union parentale. Donc, la publicité devrait passer par la Chambre des notaires. À voir si ça se fera, mais j'ai confiance que ça se fera. Le RVP, on s'est permis d'interpeller le ministère de la Justice sur la question de l'information aux parents. Et grâce à l'entremise du ministère de la Famille, on a obtenu une rencontre en janvier avec les gens des communications du ministère de la Famille. Puis on disait, ben, écoutez, là, ça s'en vient demain matin là, et tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Puis là, ils ont garanti qu'il y aurait une campagne grand public qui serait faite dans les prochains mois. Ils parlaient notamment de messages à la radio, de bannières web, de différentes stratégies. Nous autres, on leur avait ajouté que si on voulait vraiment rejoindre les familles, là, ça aurait été bien d'avoir peut-être des vidéos, des infographies, des petites vignettes et des études de cas, des affaires bien concrètes. Je dis, si vous nous donnez ça, nous, ça nous aiderait beaucoup à diffuser ça dans les réseaux, là. Des affaires concrètes. Je l'ai répété 2-3 fois comme les Teletubbies pour être sûr que ça rentre. Je pense qu'ils l'ont noté. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? On avait même eu l'audace de dire, ben, pourquoi vous ne mettez pas sur pied un petit comité à Viseur avec des gens qui travaillent sur le terrain avec les familles pour qu'ils vous nourrissent, pour s'assurer que les outils soient bien faits? Ils ont fait des beaux sourires, mais est-ce qu'il va y avoir un suivi? On ne sait pas. On sait qu'il va y avoir des actions du ministère de la Justice. Certainement que nous, on diffusera ce matériel-là, mais jusqu'où ils vont aller ou pas, j'en sais pas vraiment davantage. Je pense qu'on les a rencontrés, là, puis on a quand même une bonne écoute de ce côté-là.
On poursuit. Ben, merci pour tes belles réponses, Marie-Laurence. C'est vraiment super intéressant, là. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit Je dois quitter. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Garde des enfants. Est-ce que la réforme va changer quelque chose quant à la garde des enfants? Est-ce que ça pourrait compliquer les choses pour certains parents plus vulnérables, notamment les pères? Oui, bonne question. Donc, la réforme actuelle ne parle que des modes de conjugalité. Autrement dit, on crée l'union parentale, on définit qu'est-ce qui va être partageable entre les parents et les ex-conjoints de parents, d'enfants, pardon, parents d'enfants. Mais ça ne parle pas spécifiquement de garde. Ce qui fait que ce sont toujours les mêmes dispositions du Code civil du Québec qui s'appliquent. On parle d'aide ou de la loi sur le divorce, par exemple, d'intérêt de l'enfant, de maximiser notamment le temps parental auprès des deux parents. Vu que ça ne parle que des aspects patrimoniaux, est-ce qu'il y aura une incidence du fait de l'adoption de l'union parentale sur les types de garde? Je vous relance la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que le partage des actifs, ça va avoir une instance? Probablement, parce que les finances sont toujours d'une certaine façon liées, là. Par exemple, la possibilité d'exercer des accès, de louer un nouveau logement. Bref, c'est sûr que ça aura certaines incidences. Quelles seront ces incidences-là? Je ne les connais pas. Mais c'est sûr que je vais toujours marteler le même message. Allez vous informer. Il faut s'informer le plus vite possible. Donc, les parents qui sont plus vulnérables, parce que je pensais à une deuxième partie de ta question, là, je vais peut-être devancer, Raymond. De s'informer auprès des centres de justice de proximité, s'ils sont admissibles à l'aide juridique, de consulter les avocats de l'aide juridique pour obtenir des conseils qui sont appropriés à leur situation. Mais presque, si je reviens à la question sur la garde, probablement qu'il y en aura, mais ce n'est pas l'objectif de la réforme, de cette réforme-là dont je parle aujourd'hui, que d'avoir une incidence sur les modalités de garde, le type de garde qui sera exercé par les parents. Donc, en principe, il n'y aurait pas d'effet direct, mais peut-être qu'il pourrait y en avoir des indirects Exact. à cause des dimensions économiques. Puis on sait que tout ça, c'est toujours lié, là. OK, oui. Ben merci beaucoup. Après ça, écoute, la prochaine situation, ben, c'est toi-même qui l'as dit, c'est un cas un peu classique, en tout cas ce qu'on entend souvent là, dans notamment les ressources pour pères. Un intervenant écrit, puis là, je lis texto ce que la personne a écrit. Là. Nous avons souvent des situations où les mères prennent possession de la maison commune, même si la maison est aux deux noms et que la plupart du temps, le père paye tout. Ce qui fait que celui-ci se retrouve sans rien et même souvent, les mères vendent les choses du papa. Donc, ça, c'est un témoignage d'intervenants, d'intervenantes. C'est probablement des choses que tu as peut-être déjà vues dans ta pratique, là. Non seulement que j'ai vu dans ma pratique, mais que je continue de voir, c'est le cas classique de papa pour éviter une escalade de dispute à la maison, en se disant pour l'intérêt des enfants. Est-ce qu'il y a possiblement un risque d'allégation de violence conjugale? Je ne sais pas, mais bref, accepte ou propose de quitter le domicile de la famille, s'installe temporairement chez maman, papa, un ami, peu importe, et là, de se retrouver à devoir payer une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants, ce qui est normal, mais compte tenu de cette charge financière-là, et généralement la charge financière de continuer à payer le premier logement dans lequel habite, par exemple, maman avec les enfants, donc, ce papa-là se retrouve dans la situation où il n'a pas les moyens d'avoir un logement pour recevoir les enfants et donc d'avoir plus de temps parental avec ses enfants. Si je fais abstraction du contexte, peu importe pourquoi ils se sont séparés, là, pratico-pratique, c'est un papa qui se retrouve avec moins d'accès. Malheureusement, ce statu quo-là qu'on appelle qu'on appelle nous, là, le statu quo qui est créé là, par le fait que papa a peut-être une fin de semaine sur deux, peut-être même moins que ça, bien, ça va se prolonger dans le temps jusqu'à temps que soit il y ait entente entre les parents, soit il y a vente de la maison pour avoir accès à de la liquidité, ou s'il n'y a pas d'entente ni vente de maison puis accès à la liquidité jusqu'au procès final, ce qui peut prendre un an, un peu moins, un peu plus, dépendamment des districts judiciaires. Donc, ce cas classique-là, je le vois encore, la réforme ne l'adresse pas, cette situation-là. Le système de justice en est conscient, ce qui fait que tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux faire, c'est vous marteler encore une fois l'importance que si vous vivez ça, si vous connaissez des gens qui vivent ça, il faut rester dans la maison, il faut consulter hier, sur du possible, pour savoir si on est pour quitter, si on est pour convenir qu'on va quitter la maison, ben on va déterminer quels sont les accès, les modalités d'accès entre le parent qui va quitter et les enfants. On va déterminer les obligations alimentaires qui vont être payées, les obligations pour le paiement de la résidence familiale, mais en tenant en compte que
les capacités financières du couple, là, on vient de doubler les dépenses là, avec 2 logements. Il faut en tenir compte aussi. En tenant compte de ça, on va essayer de trouver des pistes de solutions. Puis si on n'arrive pas à trouver des pistes de solutions avant le départ, bien, papa va quitter, mais on va déposer une procédure le plus rapidement possible. C'est pas ce qu'on souhaite de judiciariser une situation familiale, une séparation familiale, mais pour éviter qu'il y ait une détérioration du lien parental père-enfant, parce que le système n'est pas capable d'offrir une date de cours rapprochée, là, puis ça prend 1 an. Pour éviter ça, ben, il faut y aller. Il faut déposer une procédure pour aller chercher, dépendamment du contexte, dans l'intérêt de l'enfant toujours, mais le plus de temps parental possible auprès des enfants. Puis si on n'est pas capable de l'offrir maintenant, bien, de revenir ou d'aller chercher le maximum maintenant, mais de revenir à la cour assez rapidement pour toujours aller essayer de trouver des moments de qualité entre les enfants et leur père ou le parent qui aura quitté. Donc, à retenir, si ça arrive, rester le plus longtemps possible dans la maison, consulter avant de quitter. Ou si on doit quitter, consulter encore une fois rapidement puis entreprendre des démarches. Si l'enjeu est il y a une escalade de violence, que le papa ou la maman a une crainte qu'il y ait une dynamique de violence conjugale, la meilleure façon de se protéger, c'est sûr que c'est pas super pour le climat là, de confiance, là, mais d'enregistrer pour éviter le classique elle a dit que. L'enregistrement, ça peut protéger dans certaines circonstances. Je n'encourage pas aujourd'hui tout le monde à s'enregistrer tout le temps, là. C'est pas ça le message que j'ai envoyé, mais si c'est une crainte qui est légitime, par exemple, j'avais lu ça, là, de fausses allégations, bien ça, c'est pas une solution à tout casser, mais c'est une piste de réflexion, de solution si jamais on a cette crainte-là. Mais bref, consulter le plus rapidement possible, puis possiblement entreprendre des démarches très rapidement si on doit quitter en urgence. Merci beaucoup pour cette réponse dictée par la pratique et plein de bon sens. En cas de situation de séparation complexe, conflictuelle, est-il envisagé possible que le tribunal prévoie une travailleuse sociale dédiée à l'accompagnement, rencontre des enfants plutôt qu'un avocat? Ben ça, c'est une bonne question, puis je l'ai trouvée très pertinente. Je pense que j'ai dit ça, tu as toutes les questions d'ailleurs, que c'était toutes des bonnes questions. Ça l'était vraiment. Donc, une travailleuse sociale qui rencontre les enfants plutôt qu'un avocat, par exemple, ce qu'on appellerait un procureur à l'enfant. Il y a d'autres services qui se sont développés avec les années, dans les dernières années, qui sont alternatifs au système de justice. Si je mets le système de justice de côté quelques minutes, les parents qui se séparent peuvent aller en médiation. Ils peuvent faire du droit collaboratif. Ils peuvent solliciter l'aide d'un coach coparental. Ce coach-là ayant comme objectif d'améliorer la communication entre les parents et favoriser une saine coparentalité. Ce coach-là peut être un avocat, un travailleur social, un psychologue, je pense aussi les techniciens ou techniciennes éduquées en éducation spécialisée. Bref, je n'ai pas la liste complète. Là, ce que je soumets, c'est très partiel. Donc, ces coachs-là peuvent aussi rencontrer les enfants dans le cadre de leur mandat si les parents, évidemment, sont d'accord. Ça donne un espace alternatif au processus judiciaire pour écouter la parole de l'enfant. Il existe aussi ce qu'on appelle l'auditeur à l'enfant. Ça, c'est un nouveau service. Il y en a très peu qui font ça. Un auditeur à l'enfant, c'est le même principe que le procureur à l'enfant dans le cadre du processus judiciaire, mais c'est qu'on fait ça avant que le processus judiciaire soit enclenché ou s'il n'est pas nécessaire. Ça donne un espace à l'enfant d'exprimer ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle veut. Ça peut être, là, il faudrait que je valide, là, mais je sais que c'est principalement des avocats qui font ça. Je ne sais pas s'il y a des travailleurs sociaux qui le font, il faudrait que je vérifie cet aspect-là, mais c'est principalement des avocats que j'ai vus qui rencontrent l'enfant, conseillent l'enfant, lui expliquent qu'est-ce qui pourrait se passer, puis revient avec un mandat auprès des parents qui, eux autres, peuvent poursuivre la médiation, le droit collaboratif, les négociations, etc. Donc, le système étant bien monopolisé par les procédures, l'autre côté de la médaille fait en sorte que l'autre bout du système, donc les acteurs du milieu juridique, ou du milieu de la famille plutôt, se sont mobilisés pour développer des services alternatifs. Donc, si je reviens à la question, est-ce qu'il y a une travailleuse sociale qui va être dédiée à l'accompagnement d'un enfant dans le processus judiciaire? Non, mais il y a d'autres services alternatifs qui existent. Un point ou une exception à ce que j'ai dit, le seul moment où un travailleur social va rencontrer un enfant dans le cadre du processus judiciaire, c'est s'il y a une expertise psychosociale qui est ordonnée par la Cour supérieure. Puis ces expertises-là sont généralement menées par
des travailleurs sociaux qui travaillent, des travailleurs ou travailleuses sociales qui travaillent au service d'expertise psychosociale. Auquel cas, le rôle de cette personne-là, ce n'est pas d'accompagner l'enfant, mais bien d'évaluer les capacités parentales, d'évaluer l'enfant, le type de relation qu'il ou elle a avec ses parents. Fait que c'est encore là pas de l'accompagnement, mais il y a une rencontre avec un travailleur social. Peut-être un dernier commentaire, puis ça, je le formule à l'ensemble de mes clients. C'est sûr que plus les enfants sont en âge de comprendre ce qui se passe, les impacts de cette séparation-là, puis même quand ils sont plus jeunes, je conseille toujours qu'il y ait un espace pour cet enfant-là pour se déposer, que ce soit avec un travailleur social, un psychologue, une personne de confiance pour ventiler, exprimer ses émotions, puis parce que c'est un chamboulement pour les parents, mais j'ai envie de dire, en premier lieu, c'est pour les enfants. C'est les enfants qui vont vivre au-delà des parents, ce chamboulement-là. Donc, c'est toujours pertinent que ces enfants-là bénéficient de leur espace, qui ne sera pas violé, entre guillemets, par aucun des parents, d'avoir accès à ce qui est dit. C'est vraiment un espace qui est dédié. C'est ça, personnellement, moi, je l'encourage. Après ça, c'est au choix des parents de le faire ou pas. Ouais, dans le chat, donc, on parle de coaching coparental, Oui. auditeur à l'amiable à l'enfant, avocat, TS et psychologue. Oui, exact. C'est toutes des alternatives au processus judiciaire. L'objectif, là, en droit de la famille, ça ne devrait pas être judiciarisé. Évidemment, si on a coupure d'un lien ou un risque de coupure de lien, on le fait, mais l'objectif, c'est non, on essaye les autres méthodes avant. Puis si on n'a vraiment pas le choix, on saisit les tribunaux. Puis il y a peut-être 10 ans, je vous aurais dit, ben, il y a de la médiation familiale, mais encore là, on nous parlait de méditation, de thérapie de couple, fait que c'était pas connu, là, on ne comprenait pas nécessairement les nuances aussi. Mais aujourd'hui, le milieu juridique, les avocats en droit de la famille, on milite beaucoup pour la déjudiciarisation, puis transfert dans des ressources psychosociales, parce qu'une grande partie d'une séparation, c'est le psychosocial. Puis oui, il y a des impacts juridiques, mais et le partage du patrimoine, mais le psychosocial occupe une grande place en droit de la famille. C'est intéressant. C'est sûr que pour le réseau qu'on est, on aime s'entendre ça. Puis je pense qu'on pourrait aller encore plus loin là-dedans, notamment autour de la médiation familiale. Moi, je rêve d'une médiation familiale plus, là, de dire que oui, il y a 5 heures de service de médiation familiale gratuite, mais mettons qu'il y en aurait 10. Et on pourrait tellement aller plus loin, ça serait tellement favorisant pour des bonnes relations coparentales. Mettons qu'il y aurait des services attachés après ça, de l'accompagnement juridique, puis il y a une espèce d'intégration du juridique, du psychosocial, parce que c'était au niveau de la prévention, ça ne fait pas juste désengorger les tribunaux, là, ça fait bien plus que ça. Là. Toute la prévention pour les pères, pour les mères, pour les enfants, c'est absolument là, gigantesque. Là. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Puis, la médiation familiale, s'il y a juste 5 heures de service de médiation familiale gratuite, mais il y a quand même 20 000 couples par année qui en bénéficient. Puis les chiffres du ministère de la Justice, c'est que dans 80 des cas, les gens y arrivent à une entente. Fait que, nommez-moi des programmes de prévention qui ont autant d'impact sur les familles, puis tu as des impacts psychosociaux importants quand une séparation se passe mal. Il me semble qu'il y a tellement à faire, tellement à développer. Puis là, on parle, là, mais je me dis, là, ministère de la Justice, ministère de la Santé, ministère de la Famille, tout le monde se met ensemble pour vraiment pousser quelque chose. Il me semble qu'il y a vraiment un projet de société pratiquement là-dedans, là, pour vraiment que ce soit en dernier recours qu'on soit devant les tribunaux là, à ce niveau-là. Bon, je me suis permis un petit éditorial. Une autre chose que j'aimerais ajouter aussi, c'est sur, vous connaissez, plusieurs d'entre vous connaissez Lorraine Filion. Lorraine Filion a vraiment à cœur qu'on entende la parole des enfants. Et c'est tellement important. Puis juste l'anecdote que je donnerais, je trouve qu'il résume tout. Elle nous racontait, Lorraine, qu'à un moment donné, tu as 2 parents, séparation pas facile et tout ça. Puis là, tu as le jeune de 11 ans. Écoute, je suis ému à chaque fois que je la raconte. Puis il a dit tout simplement à ses parents, il dit, j'aimerais que vous vous parliez comme des étrangers. Le père et la mère figent. Il dit, oui, j'aimerais que vous vous parliez gentiment et avec respect. Les parents, ils ont fait gloops. Puis Lorraine a dit, je pense que ça a fait gagner des heures et des heures de médiation parce que ça venait de l'enfant. Ça venait du cœur, puis ils ont eu comme une prise de conscience. Là.
Fait que voilà, ben écoutez, on arrive au terme de la rencontre. Quelqu'un a écrit Wow, encore une super présentation et très bien livrée par Marie-Laurence. Je me joins à ces mots-là. Donc, le PowerPoint va vous être Oui. transmis dans une infolettre. C'est d'accord, Marie-Laurence, on pourrait aussi transmettre l'enregistrement en différé, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. Donc, on va vous transmettre ça. On va aussi vous transmettre une évaluation de la séance pour entendre ce que vous avez pensé. Puis, il va y avoir un espace de commentaires aussi pour que vous nous disiez, ça serait peut-être quoi vos préoccupations, les premiers sujets qu'on pourrait aborder. Puis, on a vraiment l'intention de remettre ça en octobre, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là. Alors, ben, merci beaucoup, Marie-Laurence. C'est tellement intéressant, simple, clair. Tu vulgarises bien. C'est vraiment très précieux, ces moments-là. Alors, gros, gros, gros merci. Puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Quand même, on est rendu à 27. Vous êtes encore 49. On l'apprécie vraiment beaucoup. Puis, donc, c'est un dossier qu'on suit de près. Puis, on devrait se revoir au mois d'octobre. Gros merci à tout le monde. Puis, bon après-midi. Merci Raymond. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Bye bye. Avec Marie-Laurence,